Savoir nombreux et fidèles à cette grande édition de Canal Numérique Télévision, et voici le sommaire. Publication ce jeudi 26 septembre 2024 de l'annuaire alphabétique et numérique de cadres et agents des services publics de l'État. Un événement présidé par la première ministre Chilisuminoa Tuluka. Lancement des travaux de concertation de la gestion des frontières entre la République démocratique du Congo et les Soudans du Sud ce jeudi 26 septembre 2024 à Kinshasa. C'est le vice-ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières Jacquemaine Chabani qui a procédé au lancement de ces travaux. C'est la grande édition du journal de 20h30 et bienvenue à tous. Nous revenons sur ce fameux discours du chef de l'État lors de la 79e session des Nations Unies. Le chef de l'État s'est exprimé à la tribune des Nations Unies et il a été suivi par de nombreux Congolais qui ont bien noté le chef de l'État, qui a d'ailleurs préconisé que le Rwanda soit sanctionné. Nous revenons sur ces discours. Sur la situation sécuritaire en République démocratique du Congo, restent impunis dans le silence total de notre organisation et de ses membres qui placent pourtant la lutte contre l'impunité parmi leurs priorités en matière de gouvernance interne et externe. À ce sujet, le gouvernement de la République démocratique du Congo salue chaleureusement les sanctions que vient d'infliger le gouvernement des États-Unis d'Amérique au Rwanda pour son soutien au groupe terroriste du M23 et à un de ses hauts responsables impliqués dans les aventures criminelles au Congo. Pour rappel, ce groupe terroriste supplétif du Rwanda ne respecte aucun des engagements conclus par les chefs d'État de la région dans les cadres des processus de Luanda et de Nairobi. En effet, non seulement ils n'ont pas quitté les positions conquises, mais ils continuent à massacrer nos populations civiles et refusent le pré-cantonnement et le cantonnement, exigeant un dialogue qui ne leur sera jamais accordé. La République démocratique du Congo espère que les autres États suivront ce bon exemple montré par les États-Unis d'Amérique de soutien à la lutte commune contre l'impunité et au triomphe des idéaux de justice et de solidarité entre les peuples. En marge justement de cette 79e session de l'Assemblée générale de l'ONU, l'Organisation des Premières Dames de l'Afrique pour le développement a initié une série d'activités, entre autres un dîner des épouses de présidents focalisé sur le soutien à la petite enfance. Un événement organisé par The World et l'OPDAD. Suivant. Autour des repas servis dans les écoles, certains enjeux doivent être pris en compte. Bien manger et se restaurer en respectant l'environnement. Les repas scolaires respectueux du climat, ce thème au centre de la table ronde organisée par la Fondation Rockefeller et l'Organisation des Premières Dames d'Afrique pour le développement en marge de la 79e session de l'Assemblée générale des Nations Unies à New York, appelle à l'action et au plaidoyer en faveur des repas scolaires qui ont un impact crucial sur les résultats scolaires et la qualité de vie des enfants vulnérables du monde entier, des filles en particulier.
Soutenant les initiatives visant à offrir des repas scolaires respectueux du climat, la première dame de la République démocratique du Congo, qui a pris part à cette table ronde, met en lumière l'importance d'une alimentation durable et saine pour les jeunes. Denise Nyakeru Tshisekedi a dans ce mot mobilisé la communauté pour des actions et la collaboration afin de renforcer l'éducation de qualité de l'enfant africain à travers les repas nutritifs. Aujourd'hui, nous sommes à un moment charnière de l'histoire. Nous avons la possibilité d'étendre ces programmes de repas scolaires à plus d'enfants, tout en intégrant des solutions climatiques. Il s'agit d'une opportunité exceptionnelle pour agir à grande échelle, et l'impact potentiel est immense. J'aimerais lancer un appel à toutes les premières dames, au gouvernement, aux organisations internationales, aux entreprises et aux philanthropes ici présents. Investissez dans les repas scolaires respectueux du climat. En travaillant ensemble, nous pouvons garantir que chaque enfant en Afrique bénéficie d'une alimentation saine et que nos systèmes alimentaires deviennent plus résilients et respectueux de l'environnement. Je voudrais réaffirmer notre engagement collectif. Nous avons aujourd'hui une responsabilité immense et une opportunité sans précédent. Ce moment doit être celui où nous saisissons l'occasion de transformer nos systèmes alimentaires et éducatifs. La présence de la première dame de la République démocratique du Congo à cet événement international témoigne de son leadership dans la promotion d'une éducation de qualité qui intègre les pratiques écologiques. Denise Nyakeru Tshisekedi a démontré une volonté de bâtir un avenir durable pour les enfants, tant en RDC que sur le continent africain. Retour chez nous et précisément à l'Assemblée nationale, vous devez savoir que le caucus de députés élus de Kinshasa, Kwilu Kwango, ainsi que celui des élus nationaux de Mai-Ndombe ont soumis ce jeudi 26 septembre 2024 plusieurs préoccupations rencontrées lors de vacances parlementaires et puis ensemble avec le président de l'Assemblée nationale et quelques membres de ce caucus, ils se sont convenus de la convocation d'une plénière qui pourra inviter les gestionnaires de la République à des solutions plus concrètes. Commentaires. Le président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe, accompagné du deuxième vice-président de cette chambre, Christophe Mbosso, et de rapporteur, le professeur Jacques Julie, ont eu ce jeudi 26 septembre une séance de travail avec les députés nationaux membres des caucus de province de Kwango, Kwilu, Mai-Ndombe et Kinshasa. Devant la représentation du bureau de l'Assemblée nationale, les élus du peuple ont soulevé plusieurs questions d'ordre sécuritaire et social, parmi lesquelles le président des élus de Kwilu, l'honorable Gary Sakata, a soulevé un point ayant trait à l'ingouvernabilité de sa province devant une insécurité galopante après la non-organisation des élections ainsi que le phénomène Mobondo, sans oublier la spoliation des terres et la non-opérationnalisation du barrage de Kakobola. À son tour, l'honorable Lassio Mokov, président du caucus de Mai-Ndombe, a souligné l'activisme des agriculteurs rwandais au Congo-Brazzaville dont les répercussions retombent du côté de la RDC. Hormis ces phénomènes, l'élu a soulevé une carence des magistrats pour le traitement des dossiers judiciaires. Du côté de Kinshasa, son président, l'honorable Raphaël Kibuka, le phénomène Kuluna a été souligné, la rareté de l'eau potable, le manque d'électricité, l'épineux problème de l'insalubrité, ainsi que la sous-traitance et les mauvais comportements des chauffeurs de taxi-moto et bien d'autres soucis qui ont mis d'accord certains membres du bureau et les élus des différents caucus afin que les gestionnaires de la République s'expliquent à la Chambre basse afin de trouver des solutions idoines à tous ces problèmes que rencontrent les populations congolaises. Vital Kamerhe Lwakaningi Nikingi, le président de la Chambre basse de l'Assemblée nationale, a eu une séance de travail avec le membre du bureau de la Commission électorale nationale indépendante. La délégation de la centrale électorale a été conduite par son président, Denis Kadima, qui a parlé des questions liées au processus électoral inachevé depuis décembre 2023, faute de moyens. Une fois de plus, reportage.
Dans le cadre du rapprochement entre la Commission électorale nationale indépendante et l'Assemblée nationale, le bureau de la CENI a sollicité et obtenu des échanges avec le bureau de la Chambre basse du Parlement de la présente législature pour une première prise de contact depuis son installation. C'est dans ce cadre qu'une forte délégation de la CENI, conduite par son président Denis Kadima, a eu une séance de travail avec les speakers de la Chambre basse du Parlement, le professeur Vital Kamerhe, accompagné de l'honorable rapporteur adjointe Dominique Nmunongo Inamizi. C'était le mercredi 25 septembre 2024. Ensemble, ils ont évoqué toutes les questions liées au processus électoral inachevé à ce jour, faute de moyens, comme l'a précisé Denis Kadima. Les animateurs de la CENI ont premièrement présenté les réalisations de cette institution d'appui à la démocratie contenues dans leur rapport annuel récemment publié, avant de soulever les multiples préoccupations liées au fonctionnement de la CENI et celles des questions du financement du reste du processus électoral. Denis Kadima a déclaré qu'avec l'appui du gouvernement, tout était fin prêt pour organiser les élections, d'abord à Yakoma et Massimanimba, avant de poursuivre avec les cas spécifiques de Massissi et Rutshuru. Oui, c'était une visite de courtoisie. Vous savez que la CENI est l'émanation de l'Assemblée nationale. Maintenant qu'il y a une nouvelle équipe, il fallait bien qu'on vienne pour faire le point. D'autant plus que nous sommes à mi-parcours depuis que nous avons commencé. On est vraiment au milieu de notre mandat. Il fallait venir faire le point sur le processus électoral, mais aussi sur toutes les questions pendantes. Il fallait en discuter et c'est ce qu'on a fait. Le président de l'Assemblée nationale a tenu à préciser que le cas des conseillers communaux évolue bien au niveau du gouvernement pour leur prise en charge, mais qu'il est important que la CENI puisse avoir les moyens pour parachever le reste du processus afin de lever l'équivoque de la dichotomie observée actuellement dans différentes municipalités. Nous allons cette fois-ci à la primature où la première ministre Judith Suminwa Tuluka a présidé ce jeudi 26 septembre 2024 un événement historique dans la capitale congolaise Kinshasa. Il s'agit de la publication de l'annuaire des cadres et agents des services publics de l'État validé par le fichier des références de l'administration publique. Son acte marque ainsi une étape importante dans la modernisation de l'administration congolaise et la gestion des ressources humaines en RD Congo. Les détails avec Bibi Chingavele une fois de plus. La maîtrise des effectifs et de la masse salariale est l'un des objectifs majeurs de la publication ce jeudi 26 septembre 2024 de l'annuaire alphabétique et numérique des cadres et agents des services publics de l'État validé par le fichier des références de l'administration publique présidé par la première ministre Judith Suminwa. Jean-Pierre Liaou, vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, modernisation de l'administration publique et innovation du service public, a souligné que cet annuaire représente un outil de gestion crucial permettant de recenser de manière précise l'ensemble des agents de l'État. Cette démarche est essentielle pour mettre fin à la présence des fonctionnaires fictifs, une problématique qui a longtemps miné l'efficacité de l'administration publique. Bien plus qu'un simple répertoire nominatif renseignant pour chaque agent quelques informations phares, à savoir le nom, matricule, grade, service d'affectation et photo de profil, l'annuaire alphabétique est un outil de gestion qui symbolise la ferme volonté du gouvernement de maîtriser l'ensemble des effectifs de son appareil administratif et de marquer l'avènement d'un nouveau système de gestion des ressources humaines de l'État. Pour la première ministre, cet annuaire est bien plus qu'un simple document administratif. Il symbolise la volonté ferme du gouvernement de moderniser la gestion des ressources humaines. En permettant une meilleure connaissance des effectifs, l'État pourra mieux rémunérer ses employés et allouer les ressources de manière plus efficace. Cela répond également à une exigence de transparence et de rigueur dans la gestion publique. À ce stade, la publication de l'annuaire ne concerne que les services centraux et les divisions urbaines de Kinshasa. Ainsi, Judith Suminwa a engagé le vice-premier ministre Liaou à poursuivre l'identification des fonctionnaires et agents de l'État. Vous devez continuer avec la même bravoure et la même détermination afin de faire écrire à notre administration une nouvelle page de son histoire.
Pour ce faire, le gouvernement, pour sa part, ne lésinera sur aucun moyen. L'identification biométrique doit donc inexorablement se poursuivre et être effective sur toute l'étendue du territoire national. Le temps où l'État payait des faux agents doit être révolu. Ainsi, j'encourage le ministère de la fonction publique à mettre les bouchées doubles pour mettre fin au phénomène NU, nouvelle unité, en disposant notamment d'un mécanisme efficace de suivi et de contrôle pouvant nous permettre de veiller, conformément à la Constitution, au respect strict des règles d'accès dans la fonction publique afin de faire éviter à notre pays de retomber dans les travers du passé. La publication de l'annuaire des agents publics est un pas décisif vers une administration plus efficace et plus transparente. Elle démontre la détermination du gouvernement à réformer en profondeur les secteurs publics afin de mieux servir les Congolais. En maîtrisant les effectifs et en rationalisant la masse salariale, l'État pourra offrir des services de qualité tout en assurant une gestion rigoureuse de ses ressources. Ce tournant historique pourrait bien marquer les débuts d'une nouvelle ère pour l'administration publique en République démocratique du Congo. Et puis le vice-premier ministre et ministre en charge de l'Intérieur, Jacquemin Chabani Louko, c'est bien cela son nom, a procédé ce jeudi au lancement de travaux de la première session de la commission technique mixte entre la RD Congo et le Soudan du Sud. Reportage. Les travaux de la première session de la commission technique mixte RDC-Soudan du Sud ont démarré ce 26 septembre 2024 à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Les délégués de ces deux pays se retrouvent dans la capitale congolaise pour discuter sur la manière de gérer pacifiquement leurs frontières communes. Pour ce faire, un cadre juridique portant création et fonctionnement de la commission technique en matière de frontières entre les deux pays sera mis en place. Ces travaux seront sanctionnés par la signature d'un protocole d'accord entre les responsables de la sécurité de la RDC et du Soudan du Sud. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières a salué l'engagement de deux chefs d'État, Félix-Antoine Tshisekedi de la RDC et Salva Kiir du Soudan du Sud, à vivre dans la paix. Notre présence en ces lieux témoigne la volonté de nos deux chefs d'État, Salva Kiir de la République du Soudan du Sud et Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo de la République démocratique du Congo, de voir les peuples des deux pays vivre dans l'unité, la concorde et la paix. Pour la petite histoire, la frontière entre la République démocratique du Congo et la République du Soudan du Sud est régie par le régime de neutralité du 12 mai 1894. Cette frontière a une longueur d'environ 787 km, exclusivement terrestre, et est établie le long de la ligne de partage des eaux du Congo et du Nil. Ce que vous devez retenir, c'est que le ministère de Transport, Voies et Communications et Désenclavement a réceptionné 21 nouveaux bus de la société Suprême Automobile le mercredi dernier et les a immédiatement affectés au service de la Société de Transport du Congo, entendez Transco en sigle. La nouvelle acquisition contribue ainsi à l'accroissement des engins face à la demande de transport en commun dans la ville de Kinshasa. Le ministère de la Justice et Garde de Sceaux a organisé ce jeudi 26 septembre une conférence sur les réformes engagées du décret lié à la sécurisation de biens des entreprises, établissements et services publics. Constant Moutamba a soutenu la réduction des effectifs des détenus dans les prisons congolaises. Propos recueillis par Bizi et Eke. En fait, la question ici ne consiste pas à construire une autre prison. Parce que vous pouvez construire une prison de 100 000 places, mais on aura 150 000 prisonniers. On aura 200 000 prisonniers. Et puis,
on va encore crier à la sous-population carcérale. Le vrai problème ici, c'est que il faut réduire systématiquement les nombres des prévenus au sein de nos prisons. Parce qu'aujourd'hui, seul à Makala, vous avez 85% des prisonniers qui sont des prévenus. Seuls 15%, 12 à 15% sont des condamnés. Du coup, ça met en difficulté le gouvernement à pouvoir agir. Par exemple, nous avons une grande main-d'œuvre sur tous ces jeunes que vous appelez Koulouna, mais peuvent faire des champs. Mais comment l'État va les envoyer à faire les champs sans décision de justice? C'est impossible. Donc il revient également à nos juges et magistrats de s'organiser, que lorsqu'on envoie quelqu'un à Makala, qu'on puisse directement s'organiser à fixer son statut. Son statut. Vous ne pouvez pas arrêter quelqu'un aujourd'hui, vous le laissez 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 10 ans, 21 ans, sans condamnation. En considérant qu'il s'agit de la responsabilité de l'État. Alors qu'est-ce que nous avons fait dans les nouvelles réformes? C'est que nous allons donner plus de possibilités aux directeurs de prison de pouvoir évaluer et juger la régularité des détentions. En ce moment, lorsque la détention est irrégulière, quelqu'un peut rentrer chez lui et on met en place des systèmes de bracelet électroniques, etc. Donc c'est des réformes qui sont déjà prêtes et d'ici la semaine prochaine, elles vont devoir faire l'objet des discussions. Nous allons en province cette fois-ci. Vous devez savoir aussi que le changement des narratifs pour un retour de la paix et le développement du territoire de Befalé dans la province de la Chuapa ont constitué le maître mot du rapporteur de la Chambre basse dépêché par le président de l'Assemblée nationale Vital Kamerhe. Jacques Djoli a fait face à une jeunesse acquise au changement lors des récentes vacances parlementaires. Suivez ses commentaires. Dans sa mission de délégation pour la pacification des conflits dans les territoires de Befalé dans la province de Chuapa, le rapporteur de la Chambre basse, jadis envoyé par le speaker de l'Assemblée nationale, a bien voulu arriver au bout de cette tâche. Traversant cours d'eau et réseaux routiers lointains, Jacques Djoli a tapé de poing sur la table devant le jeune de Befalé impliqué dans le conflit sanglant post-électoraux. Le rapporteur de la Chambre basse a eu de mots justes face à ces jeunes proches de l'actuel président de l'Assemblée provinciale de la Chuapa, Daniel Mako, et de l'autre côté, les jeunes acquis à la cause de l'ancien vice-gouverneur de la Chuapa, Toussaint Elessé. Vous devenez des objets. Aujourd'hui, nous sommes venus vous dire une chose. Désengagez-vous. Très bien. Désengagez-vous. Ceux qui vont soutenir Moto, soutenez-le suivant le règle. C'est-à-dire, ceux qui vont commencer à l'IDPS, quand on a l'IDPS, l'IDPS est allé partir, et ça, la règle qui envoie fonctionnement, fonctionne. Ceux qui vont soutenir Toussaint, ils arrêtent la structure là-bas. Mais vos histoires de jeunesse là, c'est dissous. Il n'y a plus de jeunesse ici. Oyakobima en groupe armé avec machette Bokukanga. Ça, je voulais vous le dire. Vous n'avez pas le droit de sacrifier votre vie. Vous n'avez pas le droit. Ndeko, ce qui passe qui montage, il y a solo toi le Kuta, Pakangi la machine, il est allé en justice, il a été débouté. Laissez la vie à Toussaint tranquille. Bino Pebo doit vivre la Bino tranquille. Cette délégation forte et enrichie de la présence du député national Zachary Botouli, de Armand Yambe, gouverneur de la province de Chuapa, ainsi que de bien d'élus locaux et des notabilités du coin, ont tenu à l'adresse devant la population de Befalé sous la place de la territoriale afin d'inviter les jeunes au changement de narratif, c'est-à-dire le développement de la contrée de Befalé. Une fois de plus, ils ont dit non aux conflits armés post-électoraux et l'instrumentalisation de la jeunesse de Befalé qui ont participé nombreux à la signature de l'acte d'engagement pour la paix, procédant ensuite à l'accomplissement d'un sacrifice symbole d'entente commune. Le rapport sera transmis fidèlement au président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe.
En sport, deuxième journée du groupe A et B du tournoi zonal de l'Union des fédérations de football d'Afrique centrale. Déjà, la RCA s'incline face au Cameroun sur la note de 4-0, tandis que le Congo d'en face s'impose devant la Guinée équatoriale sur le score de 2-0 aussi. Disons par ailleurs que la RDC a été battue par son voisin le Congo-Brazza de 1-0 lors de la première journée du dit tournoi au stade Alphonse Massamba Déba à Brazzaville toujours. Place à présent à la revue de presse. Elle porte la signature de Bizi Eke, encore une fois de plus. Les discours du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, devant l'Assemblée générale de l'ONU, mercredi 27 septembre à New York, fait la une du journal Paris ce jeudi à Kinshasa. New York, 79e Assemblée générale de l'ONU, Félix Tshisekedi exige des sanctions contre le Rwanda. Le journal fait savoir que le président de la République a réitéré le soutien de la République démocratique du Congo dans le processus de Luanda qui vise à instaurer dans la région de Grand Lac, plus précisément à l'est de la République démocratique du Congo, processus auquel le président de l'Angola a fait allusion lors de sa prise de parole à la tribune de l'ONU, fait savoir ses quotidiens. Le président angolais a présenté la proposition d'accord de paix entre la République démocratique du Congo et le Rwanda, deux pays en conflits armés. Selon ces derniers, toutes les dispositions du dit accord ont été déjà examinées par le parti prenante au niveau ministériel. Celles-ci vont également conduire à la tenue d'un sommet pour signer l'accord de paix définitif afin de faciliter la reprise de relations entre les deux pays. Pour la prospérité, Félix Tshisekedi aura eu le mot juste pour désigner par son nom le pays agresseur de la République démocratique du Congo. Il a exigé des sanctions ciblées contre le Rwanda. Aussi a-t-il appelé en même temps au retrait immédiat et inconditionnel de ses troupes opérant dans l'est de la République démocratique du Congo, précise ces tabloïds. Dans un autre chapitre, ce jeudi 26 septembre 2024 marque, selon Forum des As, l'ouverture d'un procès historique à la Cour de justice de la Communauté économique des États d'Afrique de l'Est opposant la RDC au Rwanda. À la tête de la délégation congolaise, le vice-ministre de la Justice et Contentieux international, Maître Samuel Bemba, porte le plaidoyer de Kinshasa déterminé à obtenir la condamnation du Rwanda pour les nombreuses atrocités qu'il est accusé d'avoir commises sur les territoires congolais, conclut ce journal. Bouclons cette revue de presse par les quotidiens Les Journal qui écrit « Le véhicule poids lourd interdit de circuler aux heures de pointe à Kinshasa ». Selon le journal, Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, est confrontée à beaucoup de problèmes. Au nombre de ces problèmes figure celui des embouteillages. Un problème souvent causé par l'incompréhension des automobilistes et le non-respect du code de la route. Pour pallier ces problèmes, les autorités urbaines multiplient des stratégies au quotidien. La dernière en date est celle relative à l'interdiction de véhicules poids lourds de circuler à Kinshasa aux heures de pointe. C'est ce qui ressort d'un communiqué du ministre provincial des Transports rendu public le mardi 24 septembre 2024. Fin de cette revue de presse. Merci. La grande édition de 20h30 s'achève par cette lecture de journaux qui porte la signature de Bizi Eke avec sa charmante voix. Nos remerciements vont tout droit à la grande équipe technique et rédactionnelle, mais particulièrement à l'ingénieur Padou Boumoussa et une fois de plus à Bizi Eke. Quant à moi, je vous dis merci de rester fidèles et nous nous retrouvons la prochaine fois. Ciao.